Mes invités aujourd'hui dans Smart Tech s'appellent Philippe Legrand, président d'Infranum, qui représente la filière des infrastructures numériques françaises. Bonjour Philippe. Bonjour Delphine. J'ai énoncé quelques sujets en sommaire. J'ai pas énoncé celui des infrastructures numériques et pourtant il y a de l'actu. Donc on va garder un petit peu de temps pour en parler ensemble. Avec vous sur ce débrief de l'actu également, Tariq Krim. Bonjour Tariq, penseur acteur du numérique, fondateur de Cybernetica. Et puis Julien Pillot qui est consultant, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bonjour Julien. Bonjour. On commence avec le DMA, ce règlement qui doit apporter davantage de compétition, de concurrence sur les marchés du numérique en Europe, en forçant les GAFAM à revenir sur leur situation monopolistique et notamment Apple qui commence à bouger. On en a parlé la dernière fois dans un débrief autour du paiement. Là, je vous propose qu'on s'intéresse à ce qui va se passer autour de l'Apple Store plus largement. Donc ce DMA, il va entrer en vigueur le 7 mars. Autant dire demain, ça arrive très vite. Et Apple revoit un petit peu sa manière de travailler sur l'Apple Store. Il renonce donc à un monopole en autorisant d'autres stores aux utilisateurs. Donc on va pouvoir télécharger des applications qui ne viennent pas de l'App Store. Mais il en profite aussi pour revoir ses commissions. Et là, ça peut poser un petit peu de questions, voire des problèmes à certains. On a entendu Epic, Spotify se manifester contre cette nouvelle politique d'Apple. J'ai envie de poser tout de suite la question à Julien Pillot. Est-ce que finalement, les effets premiers qu'on voit de ce Digital Market Act sont positifs ou pas pour le marché ? Alors là, pour dire qu'ils sont positifs, il faudra voir un petit peu comment ça va se passer sur le moyen long terme et voir surtout le comportement des acteurs. Apple, est-ce qu'on peut se dire finalement c'est une bonne chose pour le marché, pour l'ouverture, pour la concurrence ou pas du tout ? En fait, pour l'instant, on ne peut raisonner qu'en théorie. Parce que si cette ouverture se traduit par des risques de sécurité accrus qui viendraient déstabiliser un petit peu tout l'écosystème Apple qui jusqu'à présent est très rodé et plutôt plus sécurisé que la concurrence, en tout cas il est vendu comme tel, on pourra peut-être avoir un jugement un peu plus nuancé sur la question. Mais s'il s'agit d'ouvrir... l'argument d'Apple qui dit attention, en ouvrant, finalement, on affaiblit la sécurité sur les iPhones. Ça fait partie des choses qu'il va falloir regarder. Ouais. Mais effectivement, là, on crée les conditions d'une concurrence, là où aujourd'hui, cette concurrence n'existe pas. Et a priori, cette concurrence, elle doit se traduire par une meilleure qualité de service et ou des prix plus abordables pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Et quand je dis utilisateurs, ce ne sont pas que les utilisateurs finaux. Je parle aussi des développeurs d'applications qui utilisent ces plateformes pour promouvoir leurs produits et leurs services. Donc effectivement, Apple a communiqué sur une baisse des commissions qu'ils vont appliquer sur l'Apple Store. Mais attention, lorsqu'on... Alors une baisse des commissions à condition effectivement que les développeurs choisissent le nouveau système, parce qu'ils peuvent rester sur l'ancien système avec les mêmes commissions. S'ils décident de s'embarquer sur la nouvelle aventure, à savoir de proposer leurs applications sur l'App Store et d'autres stores alternatifs, validés quand même par Apple toujours. Pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, effectivement, les commissions baissent, Mais, effectivement, il y a un mais. L'idée d'Apple, c'est de créer une nouvelle commission de 50 centimes par téléchargement d'applications au-delà du millionième de téléchargement. Donc on voit très bien que finalement, ce que veut faire Apple, c'est de compenser ce qu'elle concède d'un côté par de nouvelles sources de revenus, étant donné qu'aujourd'hui, c'est sa principale source de revenus, l'App Store et l'ensemble des commissions qu'elle prend sur l'ensemble des transactions qui se réalisent sur les applications. Et le truc, c'est que cette nouvelle commission de 50 centimes s'adresse essentiellement à qui ? Des très grosses applications type Netflix, type Facebook, type TikTok qui éventuellement touchent un maximum d'utilisateurs. Donc il n'est pas interdit de penser que Apple va réussir à dissuader déjà les petits développeurs de quitter l'App Store et peut-être les gros développeurs aussi de rester fidèles à l'ancien système. Donc il y a une bataille juridique qui va s'engager là. Oui, voilà, après c'est la question. Est-ce que la Commission européenne va accepter cette proposition ? Alors, Tariq Krim, commentaire. Le commentaire, c'est que, autant on en parlera tout à l'heure, je trouve que l'IA Act arrive trop tôt, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'on régule véritablement, autant le DSA arrive bien trop tard. DMA, pardon. Et le DMA et le DSA, parce que les deux arrivent à un moment où on a laissé pendant une décennie, même plus d'une décennie maintenant, des monopoles vraiment très durs exister et on les a même laissés vivre jusqu'au moment où finalement
on n'a plus de marge de manœuvre. Le problème qu'a Apple aujourd'hui, c'est que l'iPhone baisse en termes de vente, se stabilise, et que donc désormais, ils doivent générer des revenus avec les services. Alors, ils ont commencé à le faire avec le cloud, avec la télé, avec un ensemble de choses. Et donc, c'est très difficile pour eux de dire on va renoncer à ces revenus de l'App Store qui sont garantis. Et en même temps, ils ont des bases techniques assez sérieuses. Ils ont raison. C'est vrai que jusqu'à maintenant, si on voulait un App Store alternatif, il fallait... Alors, c'est plus trop le cas maintenant. Jailbreaker et installer le fameux Cydia, là, qui était l'App Store alternatif. Je ne l'ai jamais fait, donc ça prouve que le marché n'est pas forcément neutre. Alors, mature, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que un des sujets qui est la question de la commission, c'est un sujet, mais la véritable question, c'est qu'on est face à deux monopoles, donc à la fois Google Android et Apple iOS sur les téléphones, et qu'aujourd'hui, la troisième voie qui aurait pu exister, qui était le web, ça va être possible maintenant, parce qu'on va pouvoir enfin, c'est ce que je réclamais, c'est ce que je voulais faire avec Jolly Cloud il y a 10, voire 15 ans maintenant quasiment, c'est de construire des browsers alternatifs sur le mobile pour utiliser ce qu'on appelait les apps web progressives, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment la même chose que des applications natives, mais qu'elles ne passent pas par l'App Store. Et donc, si le navigateur permet de créer ça, si le système de paiement, notamment le Tap to Pay, est ouvert, la combinaison de ces deux choses, à mon avis, est plus intéressante que la création de nouveaux App Store qui semblent... Alors, pour répondre à ta question, Apple dit « Ok, on va respecter le DMA DSA, mais on va faire quelque chose qui est totalement inacceptable pour les autres. » Oui, un peu dissuasif, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, on peut considérer qu'Apple a répondu au DMA en le contournant. Ça arrive trop tard. C'est vrai que les monopoles sont bien installés, et en plus, effectivement, on fait face à deux grands monopoles, on peut le dire comme ça, un duopole, et l'ouverture sur d'autres plateformes. En clair, c'est l'ouverture sur Android. Et là, ce que fait Apple, c'est, avec son système de commission d'une part, et le fait que l'on ne peut pas télécharger directement dans une App Store concurrentielle, on doit revenir dans l'environnement Apple. Alors, évidemment, pour des raisons de sécurité, c'est ce qu'affiche Apple. Ces deux phénomènes-là contrecarre complètement les effets du DMA, et c'est un peu un retour, alors en caricaturant un retour à la case départ, je suis d'accord pour dire qu'on verra dans le temps ce que donnera cette application, et il me semble qu'il faut aller un peu plus loin dans la régulation. On va pas dire que ça tue d'emblée la concurrence, mais en tout cas, c'est pas forcément l'ouverture qui était attendue par la Commission européenne. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une procédure de la part de la Commission à l'encontre de cette proposition d'Apple, et que finalement les choses évoluent encore? En tout cas, c'est à la Commission d'apprécier finalement si les engagements d'Apple sont conformes à ces textes, en fait. Néanmoins, il n'est pas tout à fait exact de dire que finalement le DMA arrive très tard, parce que le DMA finalement ce n'est qu'une transposition de règles qui existent déjà dans la jurisprudence européenne, notamment découlant de l'article 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prohibe les abus de position dominante à la sphère numérique. Et la question qui s'est posée surtout jusqu'à présent, c'était de savoir quel est le marché pertinent. Et la position d'Apple a toujours été de dire, mais nous finalement, si le marché pertinent, c'est le marché des services de téléphonie mobile, on n'est qu'un acteur parmi d'autres, et finalement on n'est pas un acteur dominant, parce que Android a une part de marché largement supérieure à la nôtre. Ce qui a changé le DMA, c'est l'idée selon laquelle finalement on peut appliquer, au-delà de la position dominante sur un marché pertinent donné, des dispositions dérivées de l'article 102 pour pouvoir permettre une meilleure expression de la concurrence, une concurrence libre et non faussée, à des acteurs qui ne seraient pas dominants, mais qui auraient des pratiques monopolistiques qui visent à forclore le marché. Désignés comme les contrôleurs d'accès. Exactement, les fameux gatekeepers. Et ça c'est la vraie nouveauté, et ça va être très très intéressant de voir justement par rapport à cette nouveauté, comment est-ce que la Commission européenne va apprécier les engagements qui ont été proposés par Apple. Très vite, ensuite on enchaîne. Oui, très vite. Ce qui a changé avec le mobile par rapport à l'ordinateur classique, qu'on ait un Windows ou un Mac, on pouvait télécharger des logiciels depuis un site, les installer sur son ordinateur, et voilà. Donc en fait, le vrai problème qu'on avait en tant que développeur d'applications, c'était un problème de distribution. Aujourd'hui, on doit passer par un App Store qui décide oui ou non l'application peut être vendue, comment, où, dans quel endroit. Et donc, et en général, quand c'est très intéressant, Apple décide d'en faire une copie. On le voit avec Spotify et Apple Music. Et donc, on est dans un système où Apple contrôle toute la stack technique. Ils sont capables de contrôler, et pour des raisons de sécurité évidemment, mais pas que. Et c'est vrai que sortir de ce système pose des questions. Et ce qu'a fait Apple finalement, c'est de dire, ce système ultra intégré que j'ai construit avec l'iPhone, aujourd'hui, vous voulez le casser pour des raisons de monopole, mais
c'est pas vraiment possible. Et d'ailleurs, je vais vous démontrer comment, et on l'a vu. On enchaîne avec Facebook. Facebook, donc 20 ans, j'ai titré 20 ans et des cheveux blancs. Des cheveux blancs pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on voit quand même des utilisateurs actifs plutôt vieillissants. Et puis des cheveux blancs parce que les soucis s'accumulent aussi pour le réseau social et Mark Zuckerberg. Alors, est-ce qu'on peut parler de fin d'histoire déjà pour Facebook ? Je ne suis pas sûre parce qu'on est quand même déjà à plus de 3 milliards quand même d'utilisateurs, donc on ne peut pas dire que c'est mourant comme réseau social, loin de là. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est quand même cette audition devant le Sénat des États-Unis 31 janvier. Alors, ce n'était pas uniquement Facebook, il y avait aussi trois autres réseaux sociaux qui étaient présents sur ces dangers vis-à-vis des mineurs, des enfants. Et j'aimerais bien qu'on voit cette vidéo de Mark Zuckerberg. So you didn't take any action. You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Alors, on voit, c'est quand même hyper violent. Voilà, vous avez du sang sur les mains. Est-ce que vous voulez vous excuser devant ces parents de victimes ? Ça met presque mal à l'aise. Pour autant, ces réseaux sociaux ont des effets néfastes sur les jeunes. Tariq. Oui, c'est juste ça, c'est le comble de l'hypocrisie, parce qu'en fait, si tu veux, la question, c'est qu'on pourrait très bien avoir les parents qui parlent, Mark Zuckerberg, qui demandent pardon aux parents. Mais ce que les parents devraient faire immédiatement après, c'est aller voir tous les gens là qui sont en face. Qu'est-ce que vous avez fichu depuis tout ce temps ? Vous n'avez rien fait. La section 230 n'a pas été amendée. Il n'y a plus aucune loi sur le numérique qui passe. On avait parlé de choses sur l'IA, ça a été abandonné. Donc, en fait, c'est le comble de l'hypocrisie. On est dans un système qui bénéficie. Je crois que les big tech ont bénéficié de deux choses. Le fait que la vision ultra-libertarienne aux États-Unis s'est imposée de facto. On ne fait rien, on ne régule pas, le commerce va se réguler tout seul. Et l'Europe, qui a mis un temps absolument colossal à comprendre que ces monopoles étaient très mauvais pour son économie. Et donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, au bout de 20 ans, Facebook est dans une situation où ils ont un monopole de fait. Personne aujourd'hui ne peut repartir de zéro et construire ce qu'a fait Facebook. C'est impossible. Aujourd'hui, on a le Splinternet, on a la Chine qui ne veut pas, on a l'Europe, il y a le RGPD, il va y avoir tous les problèmes aux États-Unis. Donc, ils ont réussi quelque chose à la fois d'incroyable et en même temps, ils ont bénéficié d'une période où absolument rien ne leur a été demandé. On leur a demandé quasiment aucun compte. Uniquement devant la télé, mais jamais au niveau de la loi. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Tariq. Je dirais que dans le cas d'espèce, il y a deux circonstances aggravantes. La première, c'est qu'il y a des documents internes qui ont été transmis aux autorités et qui laissent à penser que Facebook a délibérément pas fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour pouvoir réguler les contenus problématiques et qui ont provoqué des drames à la sortie. Donc ça, c'est la première séquence aggravante. Et la seconde séquence aggravante, et là, c'est pas plus Facebook que l'ensemble de l'écosystème de la tech et notamment des réseaux sociaux, c'est que la programmation algorithmique est faite de telle façon que elle vous pousse à passer toujours plus de temps déjà sur les réseaux, ce qui peut effectivement engendrer des phénomènes d'addiction. Mais en plus de ça, ça a plutôt tendance à promouvoir les contenus les plus putaclic et les plus finalement générateurs d'engagement. Et parmi ces contenus générateurs d'engagement, on a des contenus qui sont extrêmement violents parce que justement, ils alimentent derrière beaucoup de réactions, beaucoup de polémiques. Et ces contenus-là, lorsqu'ils sont mis entre les mains de personnes un peu fragiles, ça peut conduire à des drames. Oui, Philippe. Oui, pour moi, l'hypocrisie, elle est double. Elle est au niveau, évidemment, du Parlement américain en l'espèce. Là, c'est un comble, mais aussi quand même de la part de Facebook, qui a une responsabilité sans faute. Aujourd'hui, c'est ça le terme juridique qu'on pourrait employer, une responsabilité sans faute. Et cette hypocrisie, elle est criante parce que Facebook a les moyens de mieux gérer, de moins entraîner, de moins responsabiliser et en tout cas encourager les enfants dans des voies qui ne sont pas louables, et y compris en matière de cyberharcèlement. Et je précise que la France a adopté il y a 1 an maintenant un dispositif pour sensibiliser les jeunes dès l'école, en 6e, dès le collège, en 6e, au bon comportement numérique qu'il faut avoir. Ça n'est qu'un début, il faut aller beaucoup plus loin que cela. Mais je voudrais quand même terminer en signalant qu'on parle de Facebook, il y a quand même une modération, il y a quand même une certaine logique et tout est condamnable. Mais alors, parlons de X, le nouveau Twitter. Et là,
peut-on encore autoriser Twitter en Europe ? On peut vraiment se poser la question, c'est devenu quelque chose de On ne se l'est pas encore posé. non On s'est recommandable. posé la question sur TikTok, Oui, mais je pense qu'on peut Twitter, on peut. mais pas sur X. On peut faire une émission là-dessus. Hein. Mm. Non, ceci dit, sur les questions des moyens, c'est une troisième hypocrisie, parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord, Facebook est une entreprise qui a les moyens, ne serait-ce que déjà financiers, de pouvoir faire Il vraiment rappelle la lutte. avoir investi plus de 20 milliards de dollars dans la sécurité depuis 2016 et employé 40 000 personnes. On pour, parle la d'une modération. société qui fait 23 milliards de bénéfices après impôts et qui vient de passer de nouveau la barre des 1200 milliards de capitalisation boursière il y a 5 jours Non, mais après le avoir sujet, annoncé c'est un plan de que dividende. c'est son business model aussi, le modèle Puis il y a- de et puis ça l'attention, va un de peu plus loin. l'engagement. En fait, il faut comprendre la manière dont ces produits sont construits. Tu as d'abord une première équipe produit. Son bonus est basé sur la croissance. Ouais. Ensuite, tu as une deuxième équipe qui est une équipe de business. Son produit, c'est sur la monétisation de l'espace qui a été construit. Et enfin, une troisième équipe ensuite qu'on appelle Trust and Safety. Donc, qui doit travailler à s'assurer que tout cela est éthique. Et donc, par construction, la croissance est toujours privilégiée. Ensuite, la monétisation, parce qu'il faut d'abord conquérir des espaces, puis les monétiser, puis ensuite les réguler. Et donc, par défaut, toutes les entreprises, que ce soit YouTube, qui curieusement n'était pas présente, Oui. que ce soit Facebook, que ce soit tous les réseaux sociaux, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle où la croissance d'abord, c'est la croissance les perspectives de croissance qui permettent d'avoir le chiffre d'affaires. Ces entreprises sont en compétition. Il ne faut pas oublier que je crois que les Magnificent Seven, c'est 90% de la croissance créée, pas forcément de la valorisation boursière, mais de la croissance créée. Et donc, il y a une course. Et quand on est dans une course de 100 mètres, on ne regarde pas son voisin pour voir s'il fait mieux que soi sur ces questions. On avance. Et donc, c'est un vrai problème. Avec, encore une fois, un congrès qui aurait dû dire « stop, c'est fini ». Il n'y a que l'Europe qui l'a fait aujourd'hui. Et encore, elle le fait qu'à moitié. On verra. Alors, tu as un peu lancé le sujet, Tariq, en disant sur l'AI Act. En revanche, on arrive un peu tôt. Bon, bah donc ça y est. Première réglementation de l'intelligence artificielle adoptée par l'Union européenne. Alors, la France aurait souhaité un texte qui entrave moins l'innovation. Elle a quand même fini par signer parce que abandonnée finalement par tous ses alliés, l'Allemagne, l'Italie, qui sont finalement rangés sur la ligne des principaux États membres. Alors, quel est votre regard, vous, aujourd'hui, sur ce texte ? Est-ce qu'il vous semble que finalement c'est quand même une régulation nécessaire, qu'il fallait l'adopter, que la France, si elle avait vraiment entravé la signature de ce texte, aurait pu être pénalisant ? Quel est votre regard là-dessus ? Je dirais que dans le diptyque libérer-protéger, on voit bien le protéger, on ne voit pas le libérer. C'est-à-dire qu'on a rajouté des normes aux normes. On va devoir aujourd'hui, du fait de l'IA Act, classifier les niveaux de risque de chaque intelligence artificielle, les producteurs d'intelligence artificielle, les classifier, les mesurer et après déterminer pour leur impact sur l'économie et sur la citoyenneté, enfin sur les citoyens, et pour obtenir un tampon de la Commission européenne. C'est le tampon qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est la normalisation, et on voit bien effectivement la protection de l'intelligence artificielle telle qu'elle est conçue en Europe. Mais on ne voit pas la libération des énergies et de l'innovation. On entend les peurs, en fait. Mais oui, on va en fait freiner la dynamique pourtant formidable qui existe en Europe et peut-être particulièrement en France avec quelques fleurons en la matière. Et je trouve dommage qu'à ce texte n'ait pas été ajoutée une dimension plus incitative pour libérer donc ces énergies vers le marché de demain. Oui, mais alors, on arrive trop tard, là on arrive trop tôt. Il y a bien un moment, il faut prendre une décision, il faut faire quelque chose. On va dire que... Une fois encore, la Commission européenne a été extrêmement constante dans finalement son idéologie sous-jacente ou sa doctrine dominante, qui est effectivement d'identifier, et là plutôt en avance de phase, des problèmes qui peuvent être vraiment très importants en matière d'utilisation non régulée d'intelligence artificielle et en matière d'éthique derrière. Là, parce que ça permet d'interdire, par exemple, la notation sociale à partir de ces systèmes d'IA. Et en cela, je crois que c'est un règlement qui est vraiment très intéressant et très protecteur pour les citoyens européens. Mais attention que le prix de cette protection ne soit pas finalement une nouvelle démission de notre tissu économique dans la compétitivité dont il doit faire la preuve, en fait, la démonstration, face à des acteurs étrangers qui, eux, ne sont pas entravés par ce type de règlement. L'approche américaine en la matière, qui se veut sectorielle, ne va pas aller à l'encontre lorsque les règlements vont sortir et vont s'affiner branche par branche, ne vont pas aller à l'encontre des intérêts des entreprises américaines, notamment
à l'export. Là, j'ai peur qu'en ayant réglementé de façon générale et très en avance de phase, on casse le potentiel de croissance de tout un tas d'entreprises qui risquent de les handicaper dans une compétition internationale, notamment à l'export. Tariq, Ouais, très rapidement, en fait, c'est un billard à plusieurs bandes. Il y a d'un côté une inflation de certains, on va dire, certains politiques qui ont besoin de toutes ces nouvelles règles pour exister politiquement au niveau de l'Europe. Il y a des compétitions pour savoir qui va réguler le plus, le mieux entre le cyber, l'IA. La deuxième chose qui est claire, c'est que quand on a un règlement, la question qui se pose, c'est pas d'avoir un règlement, c'est sera-t-il respecté ou pas. Quand on regarde le RGPD, qu'on voit que finalement, à part Max Schrems qui décide d'aller jusqu'au bout pour vérifier que les grandes plateformes soient bien soumises à ce RGPD, on vient de faire le DMA-DSA, on n'a toujours pas encore véritablement défini des choses pour le mettre en œuvre. Et l'IA Act, ça va être une autre question, c'est qui va s'en occuper, comment. Ce qui est très intéressant, c'est que comment ça va s'articuler avec ce RGPD aussi? Absolument. Ouais. Aux États-Unis, l'approche américaine est très intéressante parce que on a fait d'abord, le gouvernement a décidé des règles d'usage. Donc ça, c'est immédiatement applicable avec un executive order. On crée une agence avec une personne très compétente qu'ils viennent de mettre. Donc en fait, ils ont une approche beaucoup plus pragmatique. Moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'il y a tout un discours sur la fin du monde, ce qu'on appelle effective altruiste, qui a complètement phagocyté les cercles de réflexion en Angleterre et en Europe, et qui en fait font de ce système un problème qui, à mon avis, on a exagéré les problèmes. Tu veux dire que c'est irrationnel, pratiquement? Il y a une forme d'irrationalité parce que l'IA Act avait été commencé avant ChatGPT. Quand on a vu ChatGPT, on a dit « Ah mince, il faut revoir la copie, il faut absolument qu'on ait quelque chose. » Et à la fin, on ne sait toujours pas d'ailleurs si cette révolution va donner quelque chose d'économiquement viable ou pas. On a déjà réglementé. Allez, alors quand même, je voulais qu'on fasse un petit focus sur ces infrastructures françaises qui essayent de traverser les frontières, de s'internationaliser. Parce que c'est tout le sujet. On dit, voilà, aujourd'hui en Europe, on est en train de réguler, de mettre en place des contraintes pour ces entreprises qui ont des monopoles sur notre sol auprès des usagers européens. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pousser aussi, nous, nos industries, à l'extérieur, à l'externe? Eh bien, on travaille très dur là-dessus. Récemment, la semaine dernière, nous avons organisé, avec le concours du ministère des Affaires étrangères, une rencontre avec l'ensemble des pays amis qui voulaient s'y prêter. On a reçu 40 représentants d'ambassades et ambassadeurs qui étaient présents avec nous pour discuter du modèle d'infrastructure ouverte. Les infrastructures en open access, dites en open access, c'est un peu le modèle français, en tout cas, qui a existé depuis 20 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a comme spécificité par rapport à ce que font les autres? Ce sont des infrastructures qui sont ouvertes à tous les opérateurs et qui nativement entraînent la concurrence et libèrent les énergies et la création de valeur dessus. Ça a été le modèle français pour aller au plus loin dans les territoires et pas uniquement concentrer ces investissements sur sur par l'État, alors financés par l'État, par le monde privé et aussi par les collectivités locales. Et je dirais que la part privée pèse plus de 70% quand même de l'ensemble des investissements en France. Je vous demande ça parce que est-ce que c'est un modèle réplicable, ce modèle français? Non seulement c'est un modèle réplicable, c'est un modèle répliqué. Il faut savoir que 25% des prises FTTH en Europe sont construites avec le concours d'entreprises françaises sur ce modèle. Nous avons... Alors, je parle de l'Europe, 25% des prises européennes construites avec le concours d'entreprises françaises. Okay. À l'international, on est extrêmement présent en Afrique, mais aussi ailleurs, sur d'autres continents. Et là, tout prochainement, la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de signer avec le gouvernement ukrainien un accord de coopération pour travailler sur la reconstruction de l'Ukraine post-conflit, en espérant que ça s'arrête au plus vite. Et ce, quelle que soit l'issue, mais que ça s'arrête au plus vite, de façon à pouvoir rendre à la population toute sa place et leur permettre de se réinclure dans la société d'aujourd'hui qui passe par les infrastructures numériques. Mais dans ces infrastructures, vos concurrents sont aussi les big tech, les GAFAM? Nos concurrents sont, oui, de plus en plus. Les big tech commencent à investir. Je pense à l'Ukraine, je pense à Elon Musk, moi, je ne sais pas pourquoi. Oui, les big tech sont de plus en plus investis tous sur les infrastructures. Pas encore jusqu'au bout, parce qu'il y a eu quand même des aventures malheureuses. Enfin, Google avait essayé, Google Fiber, Google Wireless aux États-Unis, puis fait machine arrière. Bon, enfin, c'est un duopole. Il y a quand même des câbles sous-marins qui sont financés aujourd'hui. Amazon à 100% également. Amazon, oui. De grands investissements structurants de la part des GAFAM qui ne sont pas une menace pour la capillarité, mais qui quand même leur permettent de rivaliser davantage. Et on a toute la difficulté de la régulation
des contenus et du juste paiement de ces big tech, leur contribution à l'investissement dans les infrastructures numériques. C'est le fair share qui tarde à arriver en Europe. On espère qu'il y aura. Je ne sais pas pourquoi cette discussion est sans arrêt repoussée. Parce que peut-être tout le monde n'y a pas intérêt. Bon, allez, on termine justement, parce qu'en matière d'intérêt, il y a cette polémique sur l'entrepôt de données de santé, avec la CNIL qui, finalement, un peu contre son gré, finit par donner une autorisation pour la création de cet entrepôt de santé qui sera hébergé par un opérateur de cloud américain, en l'occurrence Microsoft, sur son système Azure. Est-ce que vous, ça vous hérisse le poil quand vous entendez ça? Est-ce que vous vous dites là, on est en train de rater quelque chose au niveau politique? Ou oui, parce qu'aujourd'hui, dans notre écosystème tech et cloud français, on n'a pas les moyens de concurrencer un Microsoft. Julien? C'est une victoire de Microsoft faute de combattants, puisque au niveau de sécurité et de réponse exigée pour le projet en question, il n'y avait pas, semble-t-il, d'acteurs ni français ni européens qui auraient pu se positionner, en tout cas si on en croit les propos de la CNIL, qui s'appuie également sur un rapport qui a été commandé par l'État. Là-dessus, sur l'absence de combattants. Disons que c'est un vieux serpent de mer, le Left Data Hub, on le sait. L'État voulait travailler avec Microsoft. Ils ont organisé les choses pour pouvoir utiliser Microsoft. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'avec la fin du Privacy Shield, il y avait un risque structurel. Il y a eu, la CNIL avait d'ailleurs fait une note là-dessus. Depuis la nouvelle adéquation, comme on le dit, le fameux Privacy Data Framework, tout semble évidemment revenu dans l'ordre, et donc la CNIL ne pouvait pas s'opposer, puisque c'était une des raisons pour laquelle elle avait mis en garde précédemment. La question, c'est qu'on est évidemment sur une problématique à courte vue. Faut-il être dépendant de d'autres technologies sur des données qui sont très sensibles, ou doit-on mettre en place des financements? On a dépensé 25 milliards d'euros dans la French Tech. Peut-être qu'une petite partie de cet argent aurait dû aller à la mise en œuvre d'infrastructures cloud indépendantes. Voilà, c'est un choix politique qui a été tranché. Je vous invite à un prochain débat sur le sujet. Merci beaucoup, Tariq Krim, Julien Pillot et Philippe Legrand, d'avoir été dans ce débrief de Smart Tech. Merci à vous de nous suivre et à très vite sur Bismart pour une nouvelle discussion sur la tech.